Salut et bienvenue au jour 13 de l'apprentissage de Python en 15 jours. En ce jour, nous voyons la mise en œuvre d'un modèle de régression logistique en utilisant la librairie StatModel. Pourquoi StatModel? Parce que StatModel, la visualisation, le résumé de notre modèle ressort beaucoup plus clairement avec StatsModel par rapport à Escalon lorsqu'on met en œuvre un modèle de régression logistique ou linéaire. Bon, on le verra. Donc, pour rappel, au jour 12, nous avons vu la discrétisation des variables quantitatives et nous avons recodé les variables qualitatives qui seront utilisées pour la suite, pour la mise en œuvre du modèle. Et les variables explicatives qui étaient retenues, c'était ces variables être en première classe, la vie d'embarquement, si c'était ou si c'est un homme, une femme ou un enfant, et l'on si la personne a une personne dans le train, dans le bateau ou pas, et le prix du billet qui est discrétisé déjà. Donc, on va commencer pour mettre en œuvre le modèle de régression du service task model, vu qu'on a nos variables, elles sont toutes qualitatives. On va donc les améliorer pour pouvoir mettre en œuvre notre modèle. Donc, on va donc encoder ces variables en utilisant une technique qu'on appelle généralement le one-hot encoding. Il y a plusieurs méthodes pour traiter les variables qualitatives afin de mettre en œuvre un modèle de régression linéaire ou logistique. Il y a le frequency encoding, le one-hot encoding et bien d'autres. Là, j'ai choisi le one-hot encoding. Et puis, nous allons le faire. Pour le faire, on commence par vérifier le type de mes données. Pour vérifier le type de données, donc là, on a int, on a un là qui, une variable là qui a float et l'autre int. Donc, je vérifie si c'est pas un problème de manquant avec le .isNull.sum et on se rend compte que cette deuxième variable là, il y a deux valeurs qui sont manquantes. Et pour ces deux valeurs manquantes, je le mets dans la classe la plus risquée. Bon, là, la classe la suivie est la plus faible, vu que le lieu d'embarquement, lui, il est plutôt inconnu, il n'y a que deux. Du coup, je le mets dans la classe 0. Donc, c'est ça, c'est là que j'utilise le np.where. Donc, rappelons-nous, le np.where, il est utilisé généralement lorsque tu veux remplacer les données d'une série. Donc, tu as une ancienne série, donc tu te dis, si la condition si est vérifiée, si c'est manquant, alors je mets cette valeur, sinon je mets telle autre valeur. Donc, c'est comme ça que np-where marche. np-where marche dans le cas où si une condition, donc np-where condition, si la condition est vérifiée, alors je mets 0, je mets une valeur. Si la condition n'est pas vérifiée, je mets l'autre valeur. Donc, c'est ce que je fais ici là. Si la valeur, le lieu d'embarquement est manquant, alors j'affecte cette valeur 0. Si c'est pas manquant, je garde tel quel. Et puis, je vérifie le type. Et puis, je mets tout au type int pour se rassurer. Et puis là, il n'y a plus de manquant. Et puis les types sont toutes int. Or, toutes nos variables, on sait qu'elles sont catégorielles. C'est vrai, on peut laisser comme ça, mais si on laisse comme ça, alors on aura 0, 1, 2, 3. Donc, ça va les considérer en fait comme si 0, 1, 2, 3, c'était les valeurs réelles et que ça avait du sens. C'est pour ça qu'on va les encoder pour pouvoir avoir quelque chose de plus facile à interpréter. On verra dans la suite. Donc, pour le faire, je commence d'abord par mettre str. Pourquoi str? Parce que la fonction Python qui est utilisée pour le faire le one-hot encode le pd.getGoodMe, c'est que tu mets ta variable, en fait, tu mets ta base de données et tu le fais. Et si il n'y a pas de variable de type str, alors ça va pas modifier la base de données. Donc, pd.getDoMe, tu l'utilises de cette façon. Donc, pour ça, donc, on change là avec le point astype, donc avec la fonction astype.str pour le mettre au type déjà catégorie, donc point au type str. Et puis, on sélectionne. Donc, je fais d'abord un modèle avec toutes les variables sélectionnées jusqu'ici. Donc, on met notre modèle, on le met. On fait un premier exemple avec toutes les variables sélectionnées jusqu'ici. Donc, on a besoin du x et du y. X, c'est la matrice pour les variables euh, explicatives et y pour la variable d'intérêt, la variable intervalle cible qui est la survie. Et là, on a le xtrain qui est .shape qui est là à 5. Le pd.getEncoding, comment il marche? On va faire encore un petit exemple là. pd.getDoMe. Lorsque tu fais le pd.getDoMe, en fait, xtrain, le drop xtrain, là tu mets tes données. Mes données c'est xtrain. Et puis, il y a les paramètres. Le préfixe, tu peux mettre le préfixe pour la façon dont ça sera séparé. Et puis,
On va voir comment ça marche. Si on dit pd.getEncodingExtreme, qu'est-ce que ça nous affiche? Ça nous affiche ceci en fait. C'est que ça a fait, ça affiche ici parce que c'est déjà modifié. Je crois que de df, on va mettre ceci là. Df train de var explicative. Lorsque tu fais ceci là, voici ce que ça t'affiche. En fait, c'est que la variable p class new qui a deux modalités 0 et 1. Donc, quand tu fais le one hot encoding, ça crée le nombre. Donc, ça prend une variable qualitative et ça crée autant de variables que de modalités en créant des variables indicatrices. Donc, ça fait p class new 0, donc ça fait false, false, true, false, true. Donc, ou c'est 0, ça met true, ou c'est false, c'est que c'était 1. P class new 1, ainsi de suite. Après, on a embark new. Embark new, ça avait deux modalités 0 et 1. Ou a trois modalités 0, 1, 2, 3. Donc, ça va créer dans ces trois modalités. Et puis, pour ne pas, le fait est que la somme, pour ne pas avoir des variables corrélées pour la suite, du coup, on supprime 1. C'est pour ça qu'on dit drop first égale à true. Donc, quand on dit drop first égale à true, en fait, c'est pour supprimer un parmi le premier. Donc, on va considérer, le premier là, c'est celui égal à 0. C'est parce que vous voulez considérer 0 comme étant la variable la plus, on va dire comment, la plus risquée, dont la suivi est la plus faible. 0, c'était déjà, on a choisi au départ que c'était la modalité dont la suivi était la plus faible. Et puis, lorsque tu fais ceci, donc ça a supprimé en fait les 0 et ça a gardé seulement ceci là. Et vu que c'est true first et je veux que ce soit les entiers, donc tu mets non dtype. Tu peux mettre soit int ou float, comme tu veux. Donc, si tu mets float, ça t'affiche ceci avec 1,0. Et si tu mets int, tu peux mettre float. En général, c'est float qu'on met. Mais bon, vu que je voulais que ça s'affiche bien, du coup, j'ai mis int. Donc, c'est exactement ce qui est fait avec le pd.getEncoding. C'est que tu as ta variable catégorielle. Mais vu que tu les as recodées de telle sorte que ce soit des entiers 0, 1, 2. Et vu que dans ton modèle, tu ne veux pas qu'on considère les 0, 1, 2 là comme étant les 0, 1, 2 réels, alors tu recodes dans ces variables qualitatives. Tu peux utiliser le frequency encoding ou bien le one-hot encoding. Le one-hot encoding consiste en fait à prendre une variable qualitative et à créer autant de variables que le nombre de modalités qu'il a avec les indicatrices. Donc, c'est exactement ce qui est fait là. Et puis, vu que dans le modèle, on ne veut pas avoir les variables qui sont corrélées, alors on va supprimer une parce que la somme, en fait, sinon la somme, à chaque fois, ça donne 1 et ce sera lié. Donc, c'est ce qui est fait là. Donc, c'est ça qu'on fait là. Donc, extrait dans ce pd.getDomi de ceci là. Drop first égale à true et dtype égale in. C'est pour ça que c'est ceci. Et c'est là. Et puis, on met en œuvre notre modèle utilisant StatModel. Pour ça, on importe la librairie StatModel.api as SM. Et puis, à chaque fois que tu fais un modèle de régression linéaire, régression logistique, il faut toujours ajouter la constante sur Python. Donc, tu ajoutes la constante. C'est pas comme sur R qui ajoute normalement la constante. Et puis, tu intensifies la classe et tu fites ton modèle. Quand on a fité ça, c'est bien passé. Et tu prends tout simplement le resu.summary. Quand tu fais le resu.summary, ça t'affiche exactement comme avec R de cette façon. C'est pour ça que StatModel, en fait, ça te permet d'avoir les sorties qui sont similaires à ceux de R. Alors que avec Escalon, tu n'aurais pas eu les résultats affichés de cette façon. Donc, tu devais à chaque fois faire .conf, .parent, getParams pour avoir ces petits paramètres. Mais quand c'est comme ceci, tu peux facilement les interpréter. Et par exemple, là, la p-value de notre mode de significatif, c'est significatif. Tu peux le recalculer là. Donc, tu peux le vérifier en utilisant le test de déviance. La déviance nulle moins la déviance du modèle. La déviance du modèle moins la déviance nulle divisé par le nombre de libertés et tout. Et ça suit une loi de la déviance du modèle moins la déviance nulle. Ça suit une loi de 2 à 4 degrés de liberté. Et puis, tu vérifies avec le paramètre ou bien tu regardes tout simplement la p-value là qui est très faible. C'est-à-dire le modèle il est significatif. Maintenant, toutes les modalités doivent être significatifs. Là, c'est significatif, mais on se rend compte à partir de Elon, ce n'est plus significatif. Donc, on a deux variables là, Elon et le prix, qui ne sont pas du tout significatifs. Ce qu'il y a ici là, quand c'est pas significatif, en fait, lorsque tu avais discrétisé, ce qu'on devrait faire normalement, en fait, c'était de recoder la variable prix pour voir si ça nous permet d'avoir
Des fois, il y a les variables, si tu mets un nouveau modèle de régression logistique, là, c'est des variables qui peuvent devenir non signatives tout simplement parce qu'on ne les avait pas bien codées. Mais on s'attendait aussi à ce que ça. Et aussi ici, là, ça peut être justifié que c'est pas significatif à cause du fait que ce soit lié avec la variable première classe. Donc, si on vérifiait si les variables étaient corrélées ou pas, on devait peut-être se rendre compte, en fait, c'est pas c'est lié avec la classe. Le prix a été lié avec la classe. C'est pour ça que moi, j'ai décidé tout simplement de les supprimer. Donc, tu peux le refaire en recodant encore une fois de plus P distrait, le prix avec moins de modalités que ce qu'on a fait là. Et tu vois si on a quelque chose de meilleur. Et donc, pour la suite, je me suis dit, OK, vu qu'on s'est déjà construit notre modèle avec un nombre de variables fixes, on va donc écrire une fonction qui permet de calculer le modèle de régression logistique. Donc, tu mets ton df, ta base de données, tes variables explicatives, la variable cible, et puis tu mets en œuvre le modèle. Bon, là, j'ai oublié de mettre la documentation. Pour mettre la documentation, tu mets le 3. OK. Et tu fais calibrer un modèle de régression logistique avec, et tu mets les as et, et les retournes. Le retourne, c'est le modèle calibré. Et puis, en entrée, c'est le data frame, échantillon d'apprentissage. En sachant il n'a pas bien fait, parce que là, ça devait être DFE, après le type, la variable cible, ça va être une liste de variables explicatives, variable cible, la variable cible. Et retourne c'est le modèle calibré. Et puis, donc, ce qui est fait, ici, là, j'ai remis tout simplement les différentes étapes qui ont été faites tout à l'heure. Donc, on sélectionne les variables, on encode des variables qualitatives avec le pd.getDoMIS, et puis on ajoute la constante, et puis on calibre le modèle SM pour le guide, et on ressort le résultat. J'ai fait ça parce que je voulais vérifier si on prend une sous-liste de variables, est-ce qu'on aura d'autres, est-ce qu'on aura une meilleure perf. Et aussi, c'était pour ne pas avoir recopié. Donc, quand tu te rends compte, en fait, ici, là, ouais, j'ai mis en œuvre le modèle, il faut maintenant le refaire avec, sans le prix. Il faut maintenant le refaire sans Elon pour voir si on aura, si les autres restent significatifs, si on a la meilleure performance. Alors, ça va te faire recopier, faire les copier-coller. Donc, à chaque fois qu'on voit qu'il y a le copier-coller, alors, on pense à faire quoi? À écrire une fonction. Donc, c'est ça que c'est les fonctions. Donc, tu écris dans la fonction et puis tu l'appelles tout simplement à chaque fois que tu as besoin de calibrer ton modèle de régression logistique avec les mêmes étapes. Et là, j'ai fait comme si ce sont les étapes qui sont vérifiées dans ce cas. Et puis, si tu étais sous VS Code, tu mets ça dans un fichier .py et puis tu appelles comme un module. Et donc, là maintenant, je fais un modèle sans le prix. Donc, on fait un modèle sans le prix, on regarde le summary. Quand on fait le modèle sans le prix, et là, on reste toujours non significatif. Et là, et puis maintenant, on fait le modèle sans le prix AIC, donc AIC.AIC. Puis maintenant, le modèle final, donc je retire Elon et je retire également prix. Donc au final, on a un modèle, toutes les variables sont significatives. Le lien, il est croissant. Donc le coefficient, il croît en fonction de la modalité. Et ça respecte bien l'ordre de suivi. Et on se rend compte que la modélisation de la suivi, en fait, sur Titanic, en fait, la suivi sur Titanic dépendait principalement du type de la classe du billet. Donc, si on était en première, deuxième ou troisième classe, de la ville d'embarquement, si on est un homme, une femme ou un enfant, et puis c'est tout en fait. Donc, c'est ça qui prédisait principalement la survie sur Titanic. Et donc, comme exemple, tu peux le refaire tout ce qui a été fait là. Donc, tu peux refaire cette partie en utilisant, tu peux utiliser quoi? En utilisant la librairie Escalern. Et aussi, tu peux aussi mettre en œuvre un modèle, mettre en œuvre, on va dire quoi? J'ai oublié le nom. Une régression régularisée. Oui, tu peux aussi mettre en œuvre une régression régularisée. Ou bien tu peux sélectionner
les variables en utilisant la méthode forward et backward, donc les différentes méthodes de sélection de variables, la méthode forward et backward. Bon, c'est vrai qu'ici, on n'a pas beaucoup de variables, mais tu peux t'entraîner aussi avec ça. Donc, on se revoit donc demain, au jour 13. On se revoit donc au jour 13 pour faire, pour analyser les performances du modèle, c'est-à-dire calculer pour faire analyser les performances du modèle sur l'échantillon d'apprentissage, analyser les performances du modèle sur l'échantillon de test, et puis de se rassurer de voir si les performances sur l'échantillon d'apprentissage et de test sont assez proches pour qu'on puisse valider le modèle. Donc, à très bientôt sur Stats and ML pour tous.